Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, obsèques d'André Mba Obam au Gabon. La dépouille de l'opposant gabonais est arrivée à Libreville ce mardi. L'inhumation du défunt est prévue le 1er mai à Meudenneux, la ville natale du disparu. Troisième jour d'accrochage entre forces de l'ordre et manifestants au Burundi. Une vague de violence secoue le pays depuis la désignation ce week-end du président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle de juin prochain. Au Sénégal, les syndicats d'enseignants ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur grève. Les négociations sont toujours en cours, mais l'année scolaire est menacée par une année blanche. Mais avant de développer ces titres, les présidents du Ghana et de la Côte d'Ivoire en visite au Togo, John Dramani Mahama et Alassane Ouattara sont arrivés ce mardi à Lomé afin d'apaiser les tensions entre l'opposition et la majorité au sein de la commission électorale togolaise. Au cœur du litige, le processus de compilation et de vérification des résultats qui avance lentement en raison de multiples contestations de l'opposition qui relèvent déjà de nombreuses erreurs sur les procès-verbaux à des commissions locales. La loi donne au maximum 6 jours, c'est-à-dire jusqu'à samedi, pour annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Funérailles d'André Mba Obam à Libreville au Gabon. La dépouille du secrétaire exécutif de l'Union nationale est arrivée ce mardi. Un hommage lui a été rendu au siège du parti. Sa disparition laisse un vide à ses anciens compagnons de route, comme nous l'explique Jean-Célestin Idjangé. Début des obsèques officielles de l'homme politique gabonais et opposant André Mba Obam ce mardi 28 avril. Une marée humaine émue de compassion a envahi l'aéroport de Libreville. L'avion s'est posé dans la mi-journée ce mardi. C'est dire si le rapatriement de la dépouille du secrétaire exécutif de l'Union nationale était attendu dans cette capitale gabonaise pour un hommage des populations locales. Le décès d'André Mba Obam après une très longue maladie est une grosse perte. C'est lui qui était le catalyseur de la vie politique gabonaise de ces 10-15 dernières années. D'abord au PDG, où il a passé près de 25 ans, aux côtés de Omar Bongo. Et puis dans l'opposition, qu'il a rejointe en 2009, à la suite du décès de Omar Bongo. Avec Mba Obam, j'ai été des deux côtés du miroir. Parce que lui au PDG et moi dans l'opposition, je comptais parmi ses plus grands contempteurs, je l'ai critiqué. Et puis après, je suis devenu son ami. Quand il est passé dans l'opposition, quand il nous a rejoints dans l'opposition en 2009. À cette occasion, j'ai découvert des facettes de l'homme que je ne connaissais pas. J'ai appris à l'apprécier et c'est pour ça que je peux parler de perte immense pour le paysage politique gabonais. Véritable figure de proue de l'opposition, il laisse derrière lui un héritage politique immense qu'il faudra savoir gérer. Tous ceux qui ont suivi sa campagne à l'élection présidentielle de 2009 ont retenu une chose. C'était un homme qui prônait les valeurs démocratiques essentielles. Même au pire moment, quand on lui a volé sa victoire à l'élection présidentielle, à aucun moment, Mba Obam n'a eu des mots violents. Il s'insurgeait contre des gens de son propre camp, de notre camp, qui appelaient à la violence. Donc voilà en gros l'héritage politique qu'il nous laisse. Après, chacun fera en fonction de sa sensibilité. Et aussi en fonction du contexte. André Mba Obam fut pendant 5 ans ministre de l'Intérieur de l'ancien président Omar Bongo jusqu'au décès de ce dernier en juin 2009. André Mba Obam décide alors de créer son propre parti politique, l'Union nationale, qui est devenu le porte-flambeau de l'opposition gabonaise jusqu'à son éloignement de la sphère politique pour des raisons de santé. Décédé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 12 avril 2015, André Mba Obam luttait contre la maladie depuis 2012. Il avait 58 ans. Début des assises pour la réconciliation nationale à Madagascar ce mardi. Après un mois de concertation populaire dans les 22 régions du pays, l'heure est désormais au bilan durant 5 jours. Le but ultime est de faire la lumière sur les crises cycliques qui secouent le pays. Seul bémol, l'absence d'au moins 2 des 5 présidents qui avaient été au centre des négociations jusqu'à présent, à savoir Albert Zafi et André Radzoel qui se sont retirés du processus. L'absence de ces acteurs majeurs des crises qui ont secoué l'île pourrait déjà annoncer l'échec de cette réconciliation.
Le mécontentement ne faiblit pas à Bujumbura, la capitale burundaise. Les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sont déterminés à poursuivre le combat. Parallèlement, le camp présidentiel ne semble pas lâcher prise. Au troisième jour de manifestations qui ont encore débouché sur des affrontements, le pays reste sous haute tension. Ibrahima Dioumaba. Après les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Bujumbura, la capitale du Burundi, les observateurs locaux craignent une nouvelle crise politique dans ce pays qui a déjà connu la guerre civile. Le leader de l'opposition, Pierre Claver Monimpa, a été arrêté et la radio publique africaine a cessé d'émettre. Même s'il fait un forcing, il y a risque finalement que les élections n'aient pas lieu et qu'il serait obligé d'avoir un gouvernement de transition et par conséquent l'opposition pourrait demander qu'il y ait un autre qui puisse piloter ce gouvernement de transition, d'autant plus qu'il aura montré qu'il est incapable de protéger la population et par conséquent de conduire le régime de transition. Les partisans du président sortant soutiennent que son premier mandat ne comptait pas car il n'a pas été élu. Cependant, les opposants ont promis de poursuivre les manifestations si Pierre Nkurunziza ne se retirait pas de la course à la présidence en violation de l'accord de paix d'Arusha signé en 2005. Moi, je pense que ce n'est pas seulement l'opposition qui est interpellée par cette violation de la Constitution, mais c'est tous les Burundais et même de la communauté internationale. Il faut vivement protester contre cette violation flagrante de la Constitution. D'autant plus que si on viole la Constitution en amont, en aval, quel genre de gouvernance va-t-on avoir? Des milliers de personnes ont traversé la frontière vers le Rwanda voisin et la République démocratique du Congo, quelques jours avant l'annonce de la candidature du président de la République, Pierre Nkurunziza, craignant la violence. Les officiels ont déclaré que plus de 20 000 personnes se trouvaient actuellement au Rwanda. Eker retrouve son avion immobilisé en France. Saisi le 12 avril à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le Boeing 757 de la société équatoriale Congo Airlines a été récupéré le 25 du même mois à la suite d'une décision judiciaire. Le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a tranché en faveur d'Eker qui considérait cette saisie illégale. Rappelons que cette saisie conservatoire s'inscrivait dans le cadre d'un litige commercial qui opposait depuis une vingtaine d'années un patron congolais aux autorités congolaises. Médiation entre le gouvernement et le syndicat d'enseignants au Sénégal. Une rencontre s'est tenue ce mardi pour mettre un terme à la grève dans les cycles élémentaires, moyens et secondaires. Les syndicats d'enseignants revendiquent entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. La grève continue dans le secteur de l'enseignement au Sénégal. Lundi, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire a entamé son 10e plan d'action qui prévoit une grève totale, mardi et mercredi, et une rétention des notes du second semestre. Les responsables syndicaux appellent le gouvernement à respecter ses engagements et à ouvrir des négociations sur l'augmentation de leur indemnité de logement. Depuis que le gouvernement du Sénégal a alloué les indemnités de logement aux anciens, ils le font de façon uniformisée. Mais aujourd'hui, cette indemnité qui était pourtant attribuée pour la première fois aux enseignants est l'indemnité la plus faible de la fonction publique. Donc il y a lieu de corriger cette injustice. Donc c'est pourquoi nous, au niveau du Grand Cadre, nous demandons à ce que le gouvernement double l'indemnité de logement. Maintenant, comment il va procéder au paiement de cette indemnité, là, ça peut se discuter, mais nous sommes ouverts à un étalement sur plusieurs budgets. Mais dans tous les cas, il faut qu'on passe de 60 000 à 120 000. Jeudi dernier, le Premier ministre avait dit à l'Assemblée nationale que l'État ne peut pas se permettre d'augmenter l'indemnité de logement des enseignants qui doit passer de 60 à 120 000 francs CFA. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'État n'a pas les moyens de satisfaire une telle revendication. Vu cette situation, la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique appelle l'État et les syndicats à prendre en compte l'avenir des apprenants. D'abord, qu'on mette en avant l'intérêt supérieur des enfants de ce pays qui doivent aller à l'école. D'une part, d'autre part, faire en sorte que quand la situation aboutira à un accord, qu'on puisse absolument stabiliser
le système pour que le retard que les enfants ont accusé puisse être rattrapé le plus vite possible. Le système éducatif sénégalais connaît des blocages récurrents ces dernières années. Le chef de l'État a promulgué une loi sur la modification du statut des fonctionnaires devant aboutir à la titularisation des corps des volontaires et des vacataires. Il a récemment déclaré que les enseignants ne doivent pas prendre l'école en otage, car le secteur reçoit plus de 347 milliards de francs CFA avant d'en appeler à leur citoyenneté pour mettre fin à la crise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.